C'est bon, vous pouvez commencer. Ok, ça marche. Alors bonjour, je vais vous présenter le projet numéro 4 d'Open Classroom qui s'intitule Anticiper les besoins en consommation de bâtiments. Alors en premier lieu, nous allons présenter et introduire le sujet afin d'avoir le contexte nécessaire pour appréhender la problématique. En deuxième partie, nous allons traiter les données et faire du feature engineering pour que dans la partie 3, c'est-à-dire l'analyse, nous pouvons faire une analyse détaillée et juste pour en arriver aux bonnes conclusions. Alors, l'introduction du sujet, en fait, le contexte est le suivant. Nous avons la ville de Seattle qui souhaite être une ville neutre en émissions de carbone avant 2050. Et c'est pour ça qu'il a deux objectifs en tête. Le premier étant de prédire des manières de target. Un qui est l'émission de gaz à effet de serre et le deux, la consommation totale d'énergie dans un bâtiment. Et l'objectif numéro 2 de ce projet, ce serait de tester une feature qui s'appelle l'Energy Star Score et d'en conclure si elle permet ou pas d'améliorer nos précisions. Je précise que les bâtiments dans lesquels nous allons faire nos analyses sont non destinés à l'habitation. Donc nos targets, nous avons le target numéro 1 qui sont les émissions totales de gaz à effet de serre, qui sont des gaz qui sont composés de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote et d'autres gaz moins abondants. Et le target numéro 2 est le Site Energy Use WN KBTU, qui est en fait la quantité annuelle d'énergie consommée dans un bâtiment. Donc WN, c'est Weather Normalized, donc normalisé aux conditions météorologiques. KBTU, c'est le Kilo British Thermal Unit. Pour se faire une idée, 1 BTU, c'est l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un livre d'eau en 1 degré Fahrenheit. L'augmentation d'un degré Fahrenheit, c'est à peu près l'augmentation de 0,56 degrés Celsius. Et un livre, c'est à peu près équivalent à 0,45 kg. La feature à considérer ou pas étant l'Energy Star Score, c'est-à-dire que nous allons le rajouter ou pas dans nos features et voir si elle va être néfaste ou pas à nos prédictions. Alors l'Energy Star Score est une mesure d'efficacité énergétique qui a été créée par la protection d'environnement des États-Unis, EPA. Son score est de 1 à 100 et il est calculé sur les critères suivants. Le type de bâtiment, sa localisation, sa taille et le nombre d'occupants et ses heures d'ouverture. Le souci étant que cette métrique est assez fastidieuse à calculer, donc il est toujours intéressant de tester sa pertinence et voir si elle sert ou pas pour nos prédictions. Donc nous sommes dans la partie 2, le traitement des données. Nous avons un CSV qui s'intitule 2016 Building Energy Benchmarking, qui compose 3376 lignes, donc 3376 bâtiments et 46 colonnes. Nous allons faire un filtrage pour pouvoir diminuer un petit peu ces dimensionnalités et en arriver à un dataset un peu plus petit, mais qui va pouvoir nous servir pour la suite. Par exemple, nous allons enlever toutes les lignes d'habitation, car comme je l'avais dit précédemment, nous considérons que les bâtiments non destinés à l'habitation. Et en faisant ça, on passe de 3376 lignes à 1668 lignes. Nous supprimons aussi les colonnes vides. Il y a une colonne qui s'appelle comment, on la supprime, on passe de 43 à 42 lignes. 42 colonnes. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. De supprimer aussi les colonnes qui ne possèdent qu'une seule valeur, car les colonnes qui ne possèdent qu'une seule valeur n'apportent rien dans une prédiction. Nous avons 3 colonnes, le Data Year 2016, City qui possède uniquement la valeur Seattle et la colonne State qui possède uniquement la valeur WA. Nous allons aussi supprimer les lignes qui ne possèdent pas de valeur Energy Star Score, car nous souhaitons faire une comparaison et il est essentiel que les valeurs Energy Star Score soient comprises dans nos bâtiments. Et enfin, nous supprimons aussi les lignes qui ne possèdent pas de valeur pour nos targets. Il y en a une, c'est pour ça qu'on passe de 1094 à 1093 lignes. On supprime la colonne qui donne le nom de bâtiment, qui s'appelle Property Name, car le nom de bâtiment n'influence en rien sur les prédictions de CO2, etc. Pareil pour ces ID. Nous pouvons supprimer des types redondants, c'est-à-dire que pour chaque bâtiment, on peut lui attribuer un type, c'est-à-dire qu'un bâtiment peut servir d'un hôtel, c'est un type premier. Et il peut aussi servir de parking, donc c'est un type secondaire. Et du coup, nous avons 3 types qui peuvent nous servir. C'est le Largest Second Third Property Use Type, qui est suffisant pour nos descriptions. Et c'est pour ça que nous avons 2 colonnes qui sont Primary Property Type et List All Property Use Type, qui peuvent être facilement remplacées par ces 3 colonnes. Et c'est pour ça qu'on passe de 39 à 37 colonnes. Nous pouvons aussi supprimer les métriques géométriques imprécises, car nous avons 2 métriques intéressantes qui sont la latitude et la longitude, qui nous donnent les précisions nécessaires au niveau de sa localisation. C'est pour ça que nous n'avons pas forcément besoin de son adresse, son zip code, son country code, son neighborhood. Et c'est pour ça qu'on passe de 37 à 33 colonnes. On supprime aussi les valeurs par défaut. Une valeur par défaut, c'est une valeur qu'on attribue
au hasard un bâtiment lorsqu'on ne connaît pas sa valeur réelle. J'ai décidé de le supprimer car je ne peux pas entraîner mes modèles sur des valeurs qui sont aléatoires ou qui peuvent être totalement fausses. On supprime aussi les valeurs non compliant. Non compliant, ça veut dire qu'ils ne satisfassent pas aux exigences de normes, c'est-à-dire que les mesures ont peut-être été pas assez précises ou ne respectent pas certaines normes. Du coup, ce ne sont pas des valeurs suffisamment fiables pour être considérées. Et c'est pour ça qu'on passe de 1005 à 1996 lignes. Nous supprimons aussi la colonne outlier qui, à ce stade du nettoyage, devient vide, ne possède plus que des none, c'est pour ça qu'on passe de 31 à 30 lignes. Ensuite, nous pouvons aussi supprimer la colonne natural gas KBTU, car nous avons deux types de natural gas dans notre data frame, le natural gas term et KBTU. Et en fait, on se rend compte que le natural gas term possède un peu plus de précision dans ses valeurs, et du coup, c'est toujours mieux de le garder, lui, comparé à l'autre. On fait le même raisonnement pour l'électricité, on a le KWTH et KBTU, et on voit que KBTU a une précision un peu plus supérieure, on a un chiffre après la virgule, alors que pour KWH, pas forcément. C'est pour ça qu'on préfère garder le KBTU. On va aussi supprimer des targets indésirables, car nous, ce qu'on veut, c'est le total des émissions de gaz à effet de serre et le total de consommation d'énergie. Et nous avons des targets qui sont des KBTU divisés par S7, donc divisés par la surface de plancher. Et nous, on ne veut pas tellement de ça. C'est pour ça qu'il y en a 4 qui sont comme ça et qu'on peut supprimer. On supprime aussi la colonne Site Energy Use, car nous avons son équivalent qui est un peu plus précis, le Site Energy Use WN. Comme j'avais précisé précédemment, WN c'est Weather Normalized, qui est normalisé aux conditions météorologiques, et c'est une métrique plus précise, car elle prend en compte les conditions météorologiques, qu'on soit en été, en hiver, on ne chauffe pas de la même manière, et du coup on doit faire le calcul un peu plus différent. On supprime aussi la colonne GAG Emission Intensity, car c'est de l'émission par unité de production, donc la surface de plancher. Donc même raisonnement précédemment, on veut le total, donc ça ne sert pas à grand chose de l'avoir. On supprime aussi la colonne Yours Energy Star Certifié, qui est de l'année d'attribution de la certification, qui influence en rien nos targets. Nous pouvons aussi regarder des colonnes qui pourraient être fortement corrélées. Nous voyons que nous avons deux fortes corrélations entre le propriété GFA total et propriété GFA building de 0,98 et le propriété GFA building et le largage propriété use type GFA de 0,95. Donc du coup, j'ai décidé de garder uniquement le largesse propriété use type GFA et les deux autres vont être supprimés car la corrélation est bien trop forte. On peut considérer que ce sont des colonnes équivalentes. On supprime aussi quelques lignes NaN qu'on avait, même à ce stade de nettoyage, quelques lignes qui possédaient des NaN qui ne vont pas pouvoir nous servir. Du coup, on passe de 996 à 994 lignes. Ici, j'ai donné un exemple, c'est-à-dire que nous avons plusieurs colonnes, c'est-à-dire ici, le propriété GFA building, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés lorsqu'un bâtiment possède un parking, voici son nombre de mètres carrés. Son largesse propriété use type, donc ici, c'est un hôtel. Et après, on a son équivalent, c'est-à-dire son nombre de mètres carrés. On fait pareil pour son utilisation secondaire et tertiaire. Et en fait, on va considérer que si on a un type qui est non nul, c'est-à-dire que par exemple pour le second largesse propriété use type, si c'était non nul, on disait voilà, on l'utilise comme un parking, mais que derrière son GFA est à 0, ça n'a pas trop de sens, car il faudrait forcément qu'il y ait des mètres carrés supérieurs à 0 pour qu'il y ait une utilisation. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer toutes les valeurs qui ne respectent pas ces conditions, et c'est pour ça qu'on passe de 994 à 925 lignes. On fait aussi le raisonnement avec le propriété GFA building. On voit ici, dans cet exemple, qu'on a une valeur non nulle pour propriété GFA parking, sauf que dans cette ligne, on ne considère pas de seconde largesse propriété use type comme étant le parking. Ici, c'est NaN, c'est-à-dire qu'il fait comme si ça n'existait pas. Et du coup, ça n'a pas tellement de sens. C'est mieux de supprimer ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on passe de 925 à 868. Enfin, on peut aussi regarder, imaginons, voilà, on a le second largesse propriété use type en tant que parking, mais que son GFA n'est pas exactement le même que le propriété GFA parking. Pareil, c'est pas trop logique, car c'est supposé être la même chose. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer les lignes qui ne respectent pas ces conditions. Et c'est pour ça qu'on passe de 868 à 759 lignes. Enfin, nous allons transformer une colonne qui s'appelait YourBuild, donc l'année de création du bâtiment, en âge. Comme ça, on a une colonne qui est dynamique, qui va changer au fil du temps, plutôt que d'avoir une colonne qui est tout le temps la même, peu importe à quel moment on fait nos prédictions, ce qui n'est pas forcément logique.
On va aussi transformer nos colonnes quantitatives en colonnes binaires. Alors, nous avons 4 colonnes de ce type. Un qui était le building type et la deuxième qui était le largesse, second et third property use. Et en gros, on va utiliser le one-hot encoding pour pouvoir encoder ces colonnes quantitatives en colonnes quantitatives. Et c'est un encodage binaire. Alors, j'ai donné un exemple ici. Par exemple, nous avons la colonne color avec red, blue, green et blue. Et du coup, on va les transformer en color red, color blue, color green. Et du coup, si on a du rouge, ça devient 1, sinon 0, etc., etc. Et du coup, en faisant tout ce nettoyage, on est passé de 3376 lignes, 46 colonnes, à 759 lignes, 95 colonnes. Et on retrouve ici toutes les colonnes qui restent après le nettoyage. On a l'âge, l'altitude, la longitude, le nombre de buildings, le nombre d'étages, la largesse seconde third property use type, et aussi son GFA, c'est-à-dire son nombre de mètres carrés. Le building type, le steam use, donc c'est l'utilisation de l'eau chaude, l'électricité, le gaz naturel. Nous avons la feature à considérer ou pas l'Energy Star Score et les deux targets, le total de gaz à effet de serre et le total d'énergie consommée dans l'année. Maintenant, nous allons passer à l'analyse. Alors, pour qu'on puisse être sur le bon terme, voici le contexte dans lequel j'ai fait mes analyses, c'est-à-dire que j'ai séparé mon data frame en deux parties, 70% de train, 30% de test. Dans mes 70% de train, j'ai décidé de faire un grid search CV avec deux types de folds, 5 ou 10 folds. Et j'ai décidé de récupérer la moyenne des erreurs de test pour pouvoir trouver les meilleurs hyperparamètres. J'ai décidé aussi de prendre 3 types de régression, la régression de demi, deux régressions linéaires qui sont les régressions de Lidge et lasso, et j'ai décidé de prendre 2 régressions non linéaires qui sont le gradient boosting et les forêts aléatoires. Pour mesurer les erreurs de prédiction, de régression, j'ai décidé de prendre 3 métriques, le R carré qui est le coefficient de détermination, le RMSE qui est l'écart quadratique moyen et le MAE, l'erreur absolue moyenne. Donc en premier lieu, nous pouvons considérer la régression de demi et nous avons 2 stratégies à considérer, la stratégie mean, la stratégie moyenne et la stratégie quantile. J'ai décidé de prendre pour la stratégie quantile 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Et on se rend compte que dans notre grid search CV, pour un fold de 10 et un quantique à 0,75, on a un rank de R carré de 3, de RMSE de 1 et de MAE de 5. Et du coup, j'ai décidé de faire la moyenne de ce classement. Donc, c'est pour ça qu'on a un aggregate rank. Et du coup, cette moyenne, plus elle est basse, mieux c'est. Et la plus basse sera celle qu'on choisira. Et du coup, il a un aggregate rank de 3. Et on considère que c'est celui-là qu'on va devoir choisir. En dessous, c'est la même chose, sauf que là, on entraîne notre modèle sur les 70% de train et les 30% de test pour avoir, entre guillemets, les valeurs finaux de notre modèle. Et on voit que les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. On a un R carré négatif, un RMSE, un MAE très élevé, ce qui est logique, car la régression demi n'est pas supposée être très performante. Et c'est pour ça qu'on passe à la suite. Alors, la régression bridge, c'est quoi? La régression bridge, en fait, c'est une régression linéaire dans laquelle on rajoute un terme de régulation. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter au modèle d'avoir un surapprentissage et du coup, lorsqu'on rajoute des nouvelles données, il va moins bien s'en sortir. Ce terme de surapprentissage est ici et c'est un terme d'ordre 2 qu'on appelle la régularisation de Tikhonov. Et au final, lorsqu'on fait une régulation d'ordre 2, nous avons un coefficient ici que j'ai appelé alpha dans mon code, et qui est l'hyperparamètre de la régression Ridge. Les hyperparamètres que j'ai considérés pour faire mes tests sont les suivants, c'est-à-dire un NP low scale de moins 4, 4, 10, c'est-à-dire 10 valeurs comprises entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance 4. Nous avons les valeurs ici. Et du coup, en faisant tous les tests avec les folds et le grid search CV, on se rend compte que même que pour le fold 10 et fold 5, c'est le alpha égale 0,0001 qui gagne. Et on se rend compte qu'on a des valeurs très satisfaisantes. On a un R carré égale 1, alors pas forcément égal à 1, mais là, c'est le niveau de précision du logiciel. Il est très proche de 1 en tout cas, et on a des RMSE et MAE très faibles. Pour la régression de lasso, c'est la même chose que la régression Ridge, sauf que le terme de régularisation est un terme d'ordre 1. Du coup, le raisonnement est le même. J'ai décidé de prendre un NP low scale de moins 4, 4, 10.
Et on se rend compte que pour la régression de Lasso, le meilleur hyperparamètre à considérer est un alpha à 0,046. Et pareil ici, on a des R carrés très satisfaisants, RMSE et MAE très satisfaisants aussi. Nous allons aussi maintenant regarder les régressions non linéaires, c'est-à-dire la régression gradient boosting. Alors en gros, le gradient boosting, c'est itératif. On fait la première itération, on considère que c'est la moyenne qui sera la prédiction. On calcule ses résidus. Une fois qu'on a calculé ces résidus, on crée un arbre de décision qui va être entraîné sur ces résidus. Et du coup, cet arbre va pouvoir ajuster notre précision et diminuer les résidus. On recalcule les résidus, on crée un nouvel arbre qui sera entraîné sur ces nouveaux résidus. Et c'est pour ça que le gradient de boosting possède deux hyperparamètres qui sont les n-estimators, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision, et le learning rate, qui est la contribution de chaque arbre. Donc ici, j'ai décidé de prendre pour les nombres d'arbres de décision des valeurs entre 100 et 500. Et pour la contribution de chaque arbre, 0,01 à 0,3, je crois. De 0,05 à 5, excusez-moi. Ici, on se rend compte que pour un fold de 5, un nombre d'estimateurs de 200 et un learning rate de 0,3775, on a les meilleures valeurs possibles. Même si les R carrés ne sont pas trop satisfaisants, on se rend compte que lorsqu'on refait le test sur un dataset un peu plus large, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les 70% de train et les 30% de test, on a des R carrés un peu plus satisfaisants, ici à 0,95, et des RMSE et MAE entre 40 et 180. Enfin, nous pouvons aussi utiliser la régression forêt aléatoire. En gros, on choisit un nombre d'arbres pour créer notre forêt, et chaque arbre est entraîné de manière unique, grâce au bootstrapping de dataset. En gros, on prend notre dataset original, on va le modifier légèrement, et du coup, c'est du bootstrapping. Et grâce à nos n datasets qu'on a pu créer comme ça, on va créer nos n arbres, on va entraîner nos n arbres avec nos n datasets. Et du coup, chaque arbre est un peu différent, du coup, va donner une prédiction un peu différente. Et en gros, dans une régression, on fait la moyenne de toutes les prédictions de chaque arbre pour pouvoir avoir le résultat final. C'est pour cela que nous avons deux hyperparamètres à considérer. Le n-estimateur, qui est ici pareil, le nombre d'arbres de décision. J'ai décidé de prendre pareil entre 100 et 500. Et le max depth, c'est-à-dire la profondeur max de chaque arbre, son nombre de feuilles. J'ai décidé de prendre de 1 à 20. Et ici, nous nous rendons compte que pour un nombre d'estimateurs à 500 et un max depth de 15, on a les meilleurs résultats possibles. Et on voit ici qu'on a, pour la partie test, un R carré de 0,89 et un RMSE et un MAE assez élevé. Donc du coup, qu'en conclure? On voit que pour toutes les régressions testées, c'est le Ridge qui gagne à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a le meilleur R carré, le meilleur RMSE et le meilleur MAE. Donc du coup, pour la target numéro 1, c'est-à-dire le nombre des gaz à effet de serre, sans inclure l'énergie star score, la régression à considérer, c'est la régression Ridge, à alpha 0,001. Si on rajoute l'énergie star score, c'est la même chose. On se rend compte que c'est Ridge qui gagne pour les trois métriques. Donc, même conclusion, c'est la régression Ridge qui gagne. Et lorsqu'on fait la comparaison avec ou sans l'énergie star score, lorsque c'est rouge, ça veut dire que l'ajout de l'énergie star score est néfaste pour notre prédiction. Lorsque c'est vert, c'est l'inverse. Et on se rend compte qu'on est plutôt dans du rouge, surtout pour le Ridge, qui est la régression qu'on doit considérer désormais. Donc du coup, la conclusion est la suivante. La feature Energy Star Score est néfaste pour la prédiction, pour notre target numéro 1. Lorsqu'on regarde le target numéro 2, le site Energy Use WN, c'est-à-dire la consommation annuelle dans un bâtiment, on voit que c'est le Lasso qui gagne, car il possède les meilleures métriques pour les trois. Son hyperparamètre est alpha égale 10 000. Et lorsqu'on rajoute la feature Energy Star Score, on voit que c'est le Ridge qui gagne pour les deux premiers et que c'est le Lasso qui gagne pour le troisième. Personnellement, j'ai quand même décidé de garder le Lasso car on voit que la différence est très minime entre les deux, pour le R carré et le RMSE, mais que pour le MAE, on va dire que le Lasso le bas à plat de couture. Donc c'est toujours mieux de garder le Lasso. Donc du coup, le Lasso est à considérer pour les deux situations, qu'on rajoute ou pas la feature Energy Star Score. Du coup, on fait le même raisonnement. Est-ce que la feature Energy Star Score est néfaste ou pas pour la prédiction? On voit que oui, il y a du rouge quasiment partout, surtout pour la régression de Lasso, qui est la régression à considérer.
Et du coup, qu'en conclure de tout ça? Pour le target numéro 1, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre, la régression à choisir est le RIDGE. Pour le target numéro 2, la régression à choisir est le LASSO. Et on se rend compte en fait que l'ajout de la feature Energy Star Score n'a aucun intérêt. Il peut même être néfaste pour nos prédictions. J'ai décidé, par contre, un petit aparté, c'est pas parce que la feature Energy Star Score n'a pas fonctionné qu'aucune feature qu'on pourrait rajouter ne fonctionnerait. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer d'autres features, envisager d'autres features pour essayer d'améliorer davantage nos précisions. Je donne un exemple, le type d'isolation, le type d'éclairage, le type de chauffage, si on a eu des travaux dans le bâtiment, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci Badis pour cette présentation intéressante. Donc ici, c'est le premier projet en fait de le parcours dans lequel on va faire de la modélisation. D'accord? Avant, on avait fait des analyses exploratoires avancées. Et là, on va faire de la modélisation, c'est qu'on va réaliser des modèles de l'apprentissage supervisé, notamment l'apprentissage, c'est-à-dire des modèles de régression. Parce que là, on a les problématiques sont des régressions, vu qu'on a deux targets, sont deux variables quantitatives, c'est l'émission energy use, sont deux variables qui, bon, l'une représente l'émission et l'autre représente la consommation annuelle. Ouais. Ok, c'est bien. Donc là, le but, c'est de en fait, commencer à nettoyer les données. Donc là, on va pas utiliser toutes les données. Donc c'est bien, vous avez pris le temps de regarder un peu la tête des données au début. Après, à chaque fois, enlever des lignes, enlever des colonnes jusqu'à arriver au dataset final qui est prêt à la... Allô? 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 Désolé, la connexion n'est pas Ouais, super. pas de souci. Donc, je disais que ici, il faut bien filtrer les colonnes, hein, comme vous avez fait, parce que si on ne fait pas ça, on va tomber dans un problème de data leakage. Comme vous avez vu dans les données, on a beaucoup de variables qui sont mesurées, c'est-à-dire qui sont des mesures en différentes unités et en différentes façons de la consommation et de l'émission, d'accord? Et donc là, pour répondre au mieux à la problématique, donc on doit garder deux targets, comme vous avez fait, une target pour la consommation, une target pour l'émission, et le reste, ça serait des variables qui ne sont pas mesurées et qui représentent les caractéristiques du bâtiment. Mais vous avez gardé la consommation du use et d'électricité? Oui, je l'ai gardé. Ah, attendez 2 secondes. Je vais remontrer. Partagez de nouveau. Ouais, excusez-moi. Hop. Oui, j'ai toutes les colonnes ici. Ouais, j'ai l'électricité, ouais. Et regardez tel qu'il est. Ouais, parce qu'il fallait pas. Parce qu'en fait, ici, c'est que, regardez, par exemple, imaginez, moi je viens et je vous dis, est-ce que vous pouvez me prédire la consommation de mon bâtiment? D'accord? Et vous me dites, moi, votre facture EDF. Ouais. C'est-à-dire, combien vous payez. Parce que là, en fait, l'électricité, la consommation d'énergie, ça serait la consommation d'électricité en gaz et en steam. Vous voyez l'idée? Ouais, oui, totalement. Ouais, c'est normal. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal, par exemple, si on veut estimer la consommation à partir de l'électricité et du gaz et des valeurs de consommation d'électricité, du gaz et du steam? Bah, pour moi, oui, c'est assez logique parce que ça
Ça se calcule à partir de ça, oui? Non? Oui, oui. Bah, Mais heu, après, le but, c'est de faire un modèle qui prédit l'électricité, c'est-à-dire qui prédit la consommation en fonction des caractéristiques intrinsèques du bâtiment. mmh. C'est comme par exemple le nombre de fleurs, les types d'utilisation, les savants types d'utilisation, l'altitude, tout. Mais la consommation d'électricité, elle est déjà, elle fait partie déjà de la consommation. Vous dites que c'est redondant, en fait. Moi, je pensais que c'était un peu différent. Un truc d'une partie de ce truc-là. Ouais, Ouais. ouais, je vois l'idée, ouais. Donc là, ici, donc, par exemple, on peut laisser ces variables-là, mais on peut juste faire, par exemple, créer une variable binaire. Est-ce que le bâtiment utilise de l'électricité ou pas? Est-ce que le bâtiment utilise du steam ou pas? Est-ce que le bâtiment utilise des gaz naturels ou pas? Dans ce cas-là, on ne va pas tomber dans un problème de data leakage, d'accord? OK, Les autres, mais ces variables-là, ils doivent être transformées. OK, ouais, je vois Hmm. l'idée, ouais. C'est-à-dire, la steam use, si elle est différente de 0, on met 1. Si elle est égale à 0, on met 0. On dit que, comme ça, on va voir est-ce que le bâtiment utilise du steam ou pas. L'électricité, la même chose. Gaz naturel, la même chose. Parce qu'en fait, ils font partie de la consommation et de l'émission. Mmh. Ouais, Vous je voyez vois l'idée. l'idée? Ouais, ouais, totalement, ouais. Parce que personnellement, je suis allé un j'ai bien vu qu'il y avait pour par exemple le stimulus, il y avait du zéro et j'ai pas trop tilt là-dessus. Je me suis dit: «Bah, OK, bah, ça vaut zéro, bah, c'est une variable qui vaut zéro et qui servira dans le modèle». Mais j'ai pas Ça pensé vaut à 0, donc le bâtiment n'utilise pas de steam. D'accord? ouais, C'est que les ne sont pas de steam. Des fois, le gaz naturel, des fois, aussi, c'est 0 parce que dans le bâtiment, on n'utilise pas de gaz. mmh, Ok, après, donc là, et aussi, par exemple, il faut créer les variables. C'est-à-dire comme ça, vous allez faire une étape de feature engineering. D'accord? Donc, feature engineering, c'est une étape clé dans laquelle on crée des variables qui permettent d'améliorer la performance du modèle et tout. Ok, après, vous avez utilisé, testé plusieurs méthodes donc ça, c'est bien. Par exemple, aussi, c'est la régression, en commençant par le demi-régresseur, la régression linéaire et ses variantes régularisées, et le gradient boosting. Et après, pour l'évaluation, c'est bien, bon, on a le R2, le RMSE, le ME, donc ça permet en fait d'évaluer correctement. Après, pour bien évaluer, évidemment, il faut supprimer les données, enfin, il faut splitter les données en données de train et en données de test. D'accord? mmh ouais, Donc là, sinon, les données de train, sur lequel le modèle va apprendre, il aura facilement la capacité de prédire. D'accord? Et donc là, pour évaluer correctement les performances de notre modèle, on doit le tester sur des données qui n'est qu'il n'a jamais jamais. vu, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, ça Ok, donc vous avez essayé de tester un peu optimiser les paramètres, c'est ça? ouais, j'ai testé plusieurs paramètres et Ouais, après, pourquoi vous n'avez pas fait ça avec le Grid Search CV? bah, c'est le critère CV. Ah, c'est Ça, ça, c'est en le fait, cas fold. Ça, c'est le cas fold, en fait. ouais, mais du Attendez. coup, c'est Là, ouais. vous avez fait des fonctions de lesquelles vous avez fait des itérations. Vous fait de la cross-validation, c'est bien. Après, pour chaque fold que je vois pas, en fait, que vous avez utilisé. Donc là, vous l'avez. Mais attendez, je vais prendre un autre exemple. Peut-être celui-là, il est un peu plus gros. Attendez. Non, non. Je parle. Vous connaissez les fonctions, c'est-à-dire, il y a une fonction standard qui permet de faire le travail que vous avez fait. D'accord? C'est le grid Ah. search CV. Ah oui, oui, je l'ai utilisé, ouais, dans scikit-learn, ouais. C'est pour ça que Oui, je et je ne le proposais. vois pas en fait là dans le début. Je Non, pensais mais que vous l'aviez. ça, en fait, c'est la conclusion. Après, j'ai créé un data frame qui faisait la moyenne de tout, pour avoir un truc, lisible, mais Oui, oui, mais c'est vrai même qu'avant, il y dans avait plein de même, ok. Chose, paramètre, make pipeline. Après, vous avez fait cross-validation. D'accord. Donc là, en fait, vous avez fait une boucle. D'accord? C'est bien. ouais, Donc ça montre l'idée que vous avez compris.
D'accord? C'est ce que je me suis dit. Ok, Donc, d'accord. vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va modifier les paramètres, et, et, euh, et calculer la performance, d'accord? Et là, on va garder là où les performances sont meilleures. Là, on dit que ces hyperparamètres-là sont les meilleurs. Donc là, vous l'avez fait à la main, c'est ce que j'ai dit. Mais après, il y a une fonction standard grid search CV, d'accord? Ah, ok, d'accord. On peut J'ai peut-être pas utiliser. été Ouais, trop dans les d'accord. détails, mais Ouais, ok. Vous avez compris l'idée, c'est bien. Donc, grid search CV, ça fonctionne de la même manière, mais c'est un peu plus complexe. C'était ça ma remarque, mais c'est bien. Donc là, vous avez compris que ces paramètres-là impactent en fait les performances, d'accord? ouais. Ok, c'est bien. Après, vous avez utilisé les autres méthodes, les autres algorithmes. Passons après. Donc là, vous avez un peu noté la fonction de coût test qu'on essaie d'optimiser, régression. Ok. Et le meilleur modèle, est-ce qu'on peut voir bon, c'est bien. Ici, vous avez La comparaison de tous les modèles. 2 et les 0,60, 0,95, tu vois? Vous voyez, donc là, on a le problème de data leakage, d'accord? Donc là, il faut accès à cause de ces trois variables-là. Vous voyez? Vous Trois pouvez variables. expliquer Les trois variables électricité, steam use et ouais. ce sont eux qui font que vous avez des très bonnes performances. Ouais, j'étais un peu étonné par les performances. Elles étaient Hein? ouais, quasiment 1, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Oui, il faut pas, il faut pas se poser la question si on voit qu'on a une très bonne performance. Donc là, il y a quelque chose. Donc là, ou bien donc là, c'est sûr, parce que là, en fait, vous avez la target, vu que la consommation, en fait, elle est composée par l'électricité, le gaz et le steam. Donc là, en utilisant ces trois-là comme des variables explicatives, vous allez parfaitement prédire la consommation, d'accord? Ouais. Donc là, ok. Donc là, vu que vous avez fait une bonne démarche ici, donc là, ça va être simple pour vous de reproduire le travail juste en transformant les trois variables, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Il Hmm. faudrait que je rajoute une colonne binaire qui dise si oui ou non il y Voilà, a. voilà. D'accord. Ok. Remplacer la variable électricité par une colonne binaire si le bâtiment utilise de l'électricité ou pas. Et l'autre, la même chose pour le steam et la même chose pour le gaz naturel. Comme ça, et après, vous allez reproduire le même travail. Vous allez exécuter votre code pour arriver à ça. D'accord. Donc, c'était ça, en fait, un peu le bon. Sinon, le reste, ça va. Donc là, vous avez fait la bonne démarche, sauf d'intégrer les variables c'est-à-dire les variables d'électricité et tout. Donc ça, on a tombé dans un problème data leakage, d'accord? Ok. Ça marche. Et descendez après, vers la fin, s'il vous plaît. Ok. Hop. La fusion. J'ai trouvé que le grid, c'est comment ça s'appelle? L'Energy Star Score ne marche pas, mais bon, après, peut-être ça va changer hein, en fonction des données. C'est-à-dire en fonction de la démarche que vous allez faire. C'est-à-dire en changeant les données, en transformant les colonnes, d'accord? Ça Ouais. ne va pas être peut-être la même conclusion. Après, est-ce que vous pouvez faire le plot de feature importance? Euh, Compléter le travail, en fait. Vous voyez les modèles, par exemple, sur Random Forest, il y a une fonction simple qui permet de récupérer l'importance des variables. D'accord? il faudrait que. Non, j'ai. Vous faites le plot, comme ça on va voir quelles sont les variables les plus importantes. D'accord? Ok. Il faut que je vois ça. D'accord. Faut que je vois ça dans le package, mais Non, en fait, c'est bien ce que vous avez fait, c'est bien, c'est juste là, ça arrive, des fois, en fait, ça arrive d'avoir des oublis comme ça, des problèmes data leakage, ça arrive. Hein. Donc là, juste, votre démarche est bonne, mais vous avez inclus des variables que vous n'auriez pas dû le faire. D'accord? ça marche.
Ok, c'est bon, j'ai compris le truc. Il n'y a pas de souci, je vais vous laisser le temps pour faire ça, pour juste enlever transformer ces trois variables-là en des variables binaires, et après déposer le livrable sur la plateforme, et ça serait bon. Et aussi rajouter juste l'étude de la variable importance à la fin. Ok, c'est noté. Je refais pas la Non, non, présentation, non, je vous donne juste le... non, Ok, non. d'accord. Ça marche. Ça marche. Bah, c'est Vu que, noté, c'est bon. vu que ici, en fait, comme je vous ai dit, la démarche est bonne, sauf qu'il y a ce problème-là, c'est facile à corriger. Pas besoin de refaire la séquence. C'est Ça clair? marche. Ouais, pas de problème. C'est noté. Bah, je vous enverrai ça le plus tôt possible, Ok. tant que le calcul se fasse, hein. Parce que ça peut être un peu lent pour certains, mais